J'ai une excellente nouvelle. Cet épisode est sponsorisé par Apnea, le nouveau spécialiste de vente de matériel d'apnée en ligne. Vous pouvez y retrouver des bipalmes Motion Off, des monopalmes 7 Composite, des masques C4 ou encore des lunettes Evolve sur apnea.com. Avec le code APNEYA5, vous pouvez acheter ce dont vous avez besoin pour vous immerger avec confort et avec 5% de réduction. Bref, on arrête la publicité ici, mais merci tout de même à Greg, le cofondateur d'apnea.com, de croire en ce podcast et de le sponsoriser. Allez, let's dive! Bienvenue sur la Freediving Family, le podcast 100% apnée, 100% francophone. La Freediving Family, ce sont des interviews pour explorer les motivations, les peurs, les déclics et découvrir les parcours inspirants de nos femmes et nos hommes dauphins. Je suis Julien Moreau, membre de l'équipe de France d'apnée AIDA 2024, ainsi qu'AIDA Master Instructeur. Mais je suis avant tout, comme vous, un amoureux de l'océan et de la communauté apnée. Depuis 2021, je parcours le monde, de Bora Bora au Blue Hole égyptien. Sur ma route, je tends le micro aux freedivers vivant leur rêve de grand bleu. Installez-vous confortablement et bonne écoute à vous. Mais avant, n'oubliez pas de vous abonner à la Freediving Family, le podcast 100% apnée. France Apnée dispose d'écoles présentes sur les plus beaux lacs alpins, le lac Léman, le lac du Bourget, le lac d'Annecy, mais également Tignes, Courchevel et Montrion pour l'apnée sous glace. France Apnée se distingue par son expertise en eau froide, idéale pour progresser toute l'année. Formation Motion Off et AIDA jusqu'au niveau 4, coaching personnalisé et entraînement sur des bateaux équipés. France Apnée propose aussi des initiations et des sorties snorkeling pour découvrir les magnifiques lacs alpins, que vous soyez en famille, débutant ou confirmé. Plus d'informations sur france-apnée.com. Salut la Freediving Family, c'est Julien Moreau. Nous nous retrouvons pour le deuxième et dernier épisode sur l'histoire de Pierre Frolla, le pirate monégasque des abysses. Dans ce deuxième chapitre, nous parlerons d'apnée et pas que. Et oui, je pose des questions parfois loufoques, comme que ferait Pierre s'il pouvait voyager dans le temps, ou s'il gagnait 100 millions d'euros au loto. Nous faisons aussi le fameux jeu des questions rapides, ce qui nous permet de philosopher et de diverger sur certains sujets. Bref, Pierre Frolla, le pirate monégasque des abysses, ça commence maintenant avec un voyage sonore lors de son record du monde en variable. C'est ici, au large de Monaco où je vis, que je tente mon nouveau record du monde. 3 minutes. Je suis un enfant de la Grande Bleue, je suis un pirate des abysses. 2 minutes. Je m'appelle Pierre Frolla. C'est mon 4e record, cette fois-ci en apnée poids variable. Mais c'est aussi le dernier. Je ne le sais pas encore. 1 minute. 45 secondes. 30 secondes. 20 secondes. 19. 18. 17. 16. 15. 14. 13. 12. 11. 10. 9. 8. 7. 6. 5, 4, 3, 2, 1. Top départ. Comme dans tout record, il y a une part d'inconnu. Sous la surface, le monde m'appartient. Fini le bruit, fini l'agitation. Je suis désormais seul dans ma bulle d'oxygène. Les yeux fermés, je m'évade dans la lumière. Mes pensées sont comme autant de couleurs. L'eau n'est pas aussi noire que ce qu'on pense. Quand j'atteindrai 123 mètres, la pression sera de 14 kg au centimètre carré. Et mes poumons, eux, auront la taille d'une orange. Mais je descends trop vite. Mon tympan vient d'exploser.
m'a fallu 1 minute 18 pour atteindre 123 mètres. Je me remets à bouger comme un automate. C'est comme si je me réveillais en faisant un effort surhumain pour m'arracher des profondeurs. Le geste est libérateur. Oubliez la brûlure du manque d'air. Restez lucide. Ne pas abandonner. Parce qu'abandonner sous l'eau, c'est mourir. Visuel. 5 mètres. À cet instant précis, je suis le meilleur du monde. Mais je réalise que la victoire n'a de saveur que si elle est partagée. Et voilà, c'est la fin de cette introduction pour ce deuxième épisode sur Pierre Frolat. Et il est temps de continuer à partager. Alors nous retrouvons Pierre maintenant. Pour revenir sur 2019 où tu étais responsable de la sécurité des championnats du monde, tu n'étais pas d'accord avec l'image qui était renvoyée par AIDA International qui ne laissait pas les safety faire leur travail avec par exemple des juges qui te bloquent ou avec des athlètes pas comme Anako qui... Non, non, ça va beaucoup plus loin que ça en fait. C'est-à-dire que je suis né dans la plongée en apnée avec des gens comme Claude Chapuis et Roland Specker euh, qui, par exemple, se sont dressés comme des personnes contre des personnes qui étaient mes entre guillemets concurrents de l'époque, hein, qui pratiquaient la plongée en apnée et qui, lorsqu'ils sortaient de l'eau, sortaient sur le dos, en train de trembler, en direct à la télé, en faisant ce qu'on appelle une perte d'intégrité physique avec perte de connaissance, le fameux blackout, la syncope et syncope, perte de et contrôle qu'on moteur. validait leur performance. On validait leur performance parce que soit il n'y avait pas de règlement, soit parce que c'était pas un règlement officiel d'une fédération officielle telle que la FIPSAS, la CMAS, l'EIDA, qui n'existait pas encore vraiment à l'époque, ou autre chose, mais c'était plutôt le Guinness des records ou quoi que ce soit. Donc ces Ou des personnes huissiers aussi. sont Claude, il dressées il contre avait eu ces son gens. record validé par un huissier. Ouais. Ces personnes se sont dressées contre ces mêmes personnes pour dire non, mais à un moment, il faut des règlements et surtout, il faut une éthique de pratique. En gymnastique, tu as le plus grand nombre de points si ta réception est parfaite. Eh bien, en apnée, c'est la même chose. À l'époque, tu devais sortir de l'eau en pleine possession de tes moyens. Tu n'avais pas 5, 10, 15, 30 secondes pour dire I am OK. Il n'y avait pas le protocole de sortie où tu enlèves les lunettes et ainsi de suite. Moi, à l'époque, tu sortais de l'eau, tu étais en pleine possession de tes moyens, ça se voyait, c'était super. Tu étais validé. Il n'y avait même pas de carton blanc à l'époque. Par contre, si tu sortais en tremblant ou si tu sortais en piquant du nez, à ce moment-là, tu étais disqualifié. Il n'y avait même pas de samba, pas samba. C'était ou tu étais en pleine possession de tes moyens, ou tu étais en perte d'intégrité physique. Et ça tranchait. Après, bien évidemment, on a affiné les règlements, le jugement, parce qu'effectivement, il y a ce qu'on appelle la résonance à l'effort. On ne peut pas considérer que quelqu'un a fait un énorme effort. J'étais athlète, donc j'ai discuté dans ce sens-là, bien évidemment. On ne peut pas dire d'un marathonien qui arrive et qui s'effondre après avoir passé la ligne d'arrivée, ouah, c'est beau, et un apnéiste qui est tout rouge, qui a du mal à reprendre son souffle et qui tremblouille un peu, ouais, non, mais on le disqualifie. Il faut une juste mesure, bien évidemment. Par contre, il faut que l'image soit justement à l'image de ce que l'on prône. Et ce que l'on prône, d'abord et avant tout, c'est une pratique sécurisée. C'est une pratique pour tous. La Fédération française d'études et de sport sous-marin, elle vend énormément de licences de personnes qui pratiquent la plongée libre ou ce que l'on appelle la randonnée palmée. C'est une discipline en plein essor, mais il faut qu'elle ait une belle image. Il faut que ce soit joli. Il faut que les idoles, les représentants de cette discipline, les fers de lance,
les icônes, les athlètes, euh, ceux qui ont des fans, eh bien, montrent l'exemple. Eh bien, ça n'est pas montrer l'exemple que de valider une performance où la personne arrive en perte de connaissance, en train de trembler, incapable de reprendre ses esprits, incapable de D'enlever sa main du câble. ventiler seul, incapable de ventiler seul, les gars, incapable de remonter seul sur le bateau, incapable de se retenir. Mm. Point. D'ailleurs, Je ne Pierre, fais pas ma phrase. une des questions suivantes, c'était qu'est-ce qui t'agace le plus dans le milieu de l'apnée? Mais je crois que là, on a trouvé, c'est le fait de faire la promotion d'une apnée qui n'est pas sécuritaire. Ce qui m'agace le plus dans l'apnée, c'est c'est d'oublier pourquoi est-ce qu'à un moment, on a commencé à pratiquer la plongée en apnée. N'importe, je ne pense pas que 100% des gens qui pratiquent l'apnée à l'heure actuelle aient débuté l'apnée en disant je veux être champion un jour. Non, ils ont débuté l'apnée parce que ils ont commencé à retenir leur souffle dans leur baignoire ou dans une piscine. Ils ont trouvé ça super. Ils ont joué avec leurs copains au cours de natation à celui qui allait le plus loin. Ils ont trouvé ça super. Il y en a qui ont attrapé des poulpes dans la mer. Ils ont trouvé ça super. Il y en a qui l'ont vu à la télé, qui sont allés essayer ça dans une fosse, dans une carrière. Et ils ont trouvé ça super. Il y a des gens qui ont pratiqué la plongée scaphandre et qui ont dit c'est lourd à porter, je vais essayer la plongée libre. Ils ont trouvé ça super. Euh, et puis après, par la suite, ils ont commencé à faire de la compétition. Mais à aucun moment, ces mecs-là ont voulu être champions. Ils n'ont pas fait de l'apnée pour ça. Donc, ce qui m'exaspère le plus, c'est la recordite à outrance et surtout sans commune mesure. C'est de ne pas montrer l'exemple. Je ne supporte pas les adultes qui ne donnent pas l'exemple. C'est quelque chose qui fait de moi quelqu'un de clivant et de dissident, effectivement. Et je l'assume complètement. Mm. Mais je ne supporte pas ça. S'il y a bien quelque chose, euh, s'il y a bien un comportement qui m'a nourri chez Claude Chapuis, c'est ça. On doit donner l'exemple. Et qu'importe l'aspect clivant euh, de notre personnalité, si à un moment on doit faire des choix, on les fait, que vous soyez d'accord ou pas. Il faut trancher comme une lame de rasoir super affûtée. Et Parce qu'est-ce que qui on t'a parle amené, de la Pierre, à... vie, parce que on parle de la vie des autres et des vies, on en a perdu plein. On en a sauvé plein. Mais par contre, le pire, c'est qu'à chaque fois que quelqu'un intervient sous l'eau pour sauver quelqu'un, c'est passé comme si de rien n'était. Ouais, on s'en est bien sorti cette fois-ci. Mais en fait, mec, si t'étais pas là, c'était fini. C'était une toute autre histoire. Combien de fois on a, nous, tous récupéré des gens en perte de connaissance, en perte d'intégrité physique, avec ou sans perte de connaissance. Combien on m'a récupéré, moi, de fois pendant mes entraînements, pendant mes parties de chasse sous-marine? Combien de fois? Donc, il est hors de question d'accepter que les gens pratiquent mal, pratiquent seuls, pratiquent coûte que coûte Hmm. et pratiquent à moindre coût. Il y a ça aussi. C'est hors de question. Donc dans ta carrière, tu as beaucoup subi de syncopes pendant tes entraînements, comme tu disais. C'est par exemple quand tu Oui, bien préparais ton sûr. record du monde Ben oui, je suis à... un aventurier. Je suis un aventurier. Est-ce qu'il y a une Je syncope suis, qui t'a marqué plus que les autres? euh, je dirais la première. La, alors, la première, ou alors celle de la veille de mon premier mariage. Celle-là, elle était pas mal aussi. Merci Fred Buil. Oui, écoute, il y en a beaucoup qui m'ont marqué lorsque je suis intervenu sur des gens. J'ai dû intervenir sur des gens dans lesquels j'ai dû souffler. J'ai dû vider le sang qui sortait de leurs poumons avant de pouvoir continuer à souffler. J'ai dû les masser pendant de très longues minutes avant qu'ils reviennent à eux-mêmes. Ça a été très très marquant. J'ai gardé le goût de leur sang plein de fer dans ma gorge pendant de très longues heures, je dirais même presque 24 heures.
Donc oui, j'ai été marqué par ça. Je me souviens très très bien de ma toute première syncope. Elle était très chouette. Je remonte, j'étais en bipalme, c'était de la chasse sous-marine, je crois. Non, non, pas du tout, pas du tout. C'était de la bipalme, j'avais des pannes carbone d'Esso, j'étais dans la rade de Villefranche, et je me rappelle même qui est-ce qui est intervenu sur moi ce jour-là, mon cher Marc Counil. Et je remontais en palmant et je me dis, ça va pas le faire, ça va pas le faire, ça va pas le faire. Et puis finalement, ça le fait parce que je sors de l'eau et puis ben, ça va tellement bien que je commence à palmer dans le ciel et puis je commence à traverser les nuages et je suis tellement bien. En fait, ça y est, j'étais vraiment bien en syncope là. Je me souviens de ce moment-là. J'ai rêvé, entre guillemets, ou comme Guillaume Néry dirait très bien, je me suis envolé dans mes songes, comme lors d'une narcose. Bon, là, c'était une syncope. Donc, je me suis vu traverser la surface, percer la surface plutôt et m'envoler dans le ciel. C'était vraiment très sympa. À l'époque, on avait un grand jeu au Nice Université Club. C'était ceux qui font une syncope, on les réveille avec une gifle. Alors, tu sais que j'ai jamais été très amoureux de ce qu'on appelle le BTT. J'ai fait un mémoire là-dessus, j'ai fait une thèse C'est quoi contre le le BTT? BTT. Vraiment? Non, je connais pas. Ah, eh bien, écoute, j'ai tout fait Ah, le pour Blood Tap oublier. Talk? Voilà. Le Blood Tap Talk, J'ai ok. tout fait pour Vous venez oublier ce taper qu'était Paris. cette insidieuse création Mm. abracadabrante. Donc, j'en ai fait une thèse. C'est ça qui n'a pas trop plu aussi, je crois, à cette époque-là. Bon, enfin, bref. Alors, bon, je dis pas il faille mettre des tartes aux gens qui font des syncopes, mais nous, à l'époque, en fait, c'était le grand jeu. En fait, c'est pas que c'était le grand jeu, c'est lorsque tu faisais une syncope, on te giflait pour te réveiller. Sauf que nous, en fait, on s'est rendu compte que c'était humiliant de prendre une gifle. Et donc, on s'est rendu compte que ben, humilier quelqu'un qui faisait une syncope, c'était le mettre devant le fait accompli. C'était lui montrer à quel point ce qu'il avait fait, c'était pas bien. Parce que forcément, faire une syncope, c'est être allé au-delà de ses limites. Puisque si tu vas à tes limites, eh bien, c'est le mur que tu touches, contre lequel tu prends appui et qui te permet de revenir à la surface en pleine possession de tes moyens. C'est ça le principe. Atteindre sa limite, c'est ça. Dépasser la limite, c'est briser le mur qui est censé t'arrêter et effectivement risquer de faire une syncope. Donc en fait, on se mettait de très grandes gifles et on a très vite appris, hein, parce que c'était visuel, c'était sonore, c'était effectivement humiliant. Alors, humiliant, mais amusant. C'est-à-dire que Et alors, euh, dans ta longue carrière, Pierre, t'as on giflé disait, qui on alors? disait tiens, j'en ai pris une belle là, hein. Et j'en ai pris une belle, ça voulait dire, va vraiment falloir que je révise ma copie. Et c'est comme ça, en fait, qu'on a réduit ce nombre de prises de risques et donc forcément ce nombre de syncopes. Et du coup, Pierre, t'as giflé qui dans ta carrière? Tout le monde. Tout le monde. À T'as part Claude giflé Chapuis. Loïc, t'as giflé. Loïc, Est-ce que Claude mais Loïc, Chapuis a mais déjà fait Loïc, des. un- je pense que Loïc, c'est la personne que j'ai giflé le plus, avec beaucoup d'amour, hein, mais surtout l'époque du poids variable pour lui. Ah ouais, et c'était, qu'est-ce qu'on en rigolait? C'est-à-dire il faudrait retrouver des photos de l'époque. Loïc sortait de l'eau avec les deux mains sur les joues parce il savait jamais s'il allait pas prendre une gifle ou pas. Mais C'était vraiment non. amusant. On rigolait. Mais ouais, mais c'était génial. Qu'est-ce qu'on rigolait? Quelle époque. Elle me manque cette époque, putain. Oh là là, t'es sérieux, Loïc qui sortait avec les deux mains sur les joues pour pas s'en prendre une, quoi. Ouais, enfin lui, comme les autres, hein, Hmm. mais, mais Mais ça veut c'était dire qu'à l'époque, quand même, là où vous faisiez du no limit, vous faisiez notre du jeu. variable, Pardon? ça syncopait quand même beaucoup, vous récupériez. C'était souvent des syncopes à la surface ou vous alliez quand même vous chercher dans l'eau, hein? Je sais pas en fait ce que tu veux que je te dise. Non, mais c'est pour comprendre un peu En fait, bah, la comprendre dangerosité un quoi? peu de la pratique Qu'est-ce à que tu l'époque. comprends pas? Qu'est-ce que tu comprends pas dans le fait que si tu vas trop loin, tu n'as plus assez d'oxygène qui alimente ton cerveau et tu as un système qui met toutes tes fonctions en veille pour protéger justement l'alimentation en oxygène de ton cerveau. Non, mais ça, je Euh, comprends très bien, mais c'était plus sur donc, la fréquence, tu vois. Est-ce que c'était quelque chose. C'était pas quelque chose qui était banal ou c'était quelque chose qui était plutôt rare? non, ça n'était pas ni banal, surtout ni banalisé. Hmm. C'est-à-dire que euh,
quand on a commencé à pratiquer la plongée en apnée, on était dans ce qu'on appelle les prémices de la discipline et on goûtait à tout et on essayait tout. Et pour que tu puisses dire que ça, c'est pas bien, et il faut l'avoir goûté. Donc, euh, euh, on a fait partie de cette génération qui a été un peu test de tout. Euh, il a fallu qu'on perde Cyril euh, en poids variable pour inventer la longe. La longe, on l'a inventée au Nice Université Club parce que Franck Tessier, Loïc Leferme et Olivier Leu faisaient du canyoning et de l'escalade, et que dans le canyoning et l'escalade, il existait des longes, et qu'à un moment, ils se sont dit, mais putain, mais qu'est-ce qu'on est con! Si on était attaché à la corde, on se perdrait jamais. Au moins, on remontera toujours le mec. Parce qu'en fait, là, notre problème, c'est pas tellement que le gars soit mort, qu'il soit noyé, c'est que le gars, on l'a perdu. On ne le reverra jamais. On ne saura jamais expliquer ce qui s'est passé, même si on sait très bien ce qui s'est passé, mais on ne le ramènera jamais. C'est comme ça que la longe est née. Et on l'a inventée en 3 minutes. Et on l'a fabriquée en 5 minutes. Hmm. Et c'est un outil qui, désormais, fait partie intégrante du matériel de l'apnéiste. Mais il a bien fallu à un moment qu'on justifie son existence. Pour qu'il y ait des gens à un moment qui aient l'idée bizarre de remplir leur sinus d'eau pour pouvoir aller en grande profondeur. Il a fallu qu'ils soient confrontés à des problématiques extrêmes de compensation. Il a fallu qu'ils aillent très profond. C'est pas en allant à 20 mètres que tu te poses ces questions. Au même titre que l'enseignement de certains moyens de compensation maintenant que l'on enseigne des 20 mètres, qui pour moi sont complètement aberrants. Il faudrait peut-être attendre d'être relativement profond pour apprendre aux gens à mettre de l'air dans leur bouche. Le fameux Mousefeel. J'ai dit que je ne donnais pas trop de définitions pour vous ne pas froisser trop de gens. Mais quand même, je veux dire, je viens d'une génération, et je dis pas qu'avant c'était mieux, mais je viens d'une génération où avant que tu mettes le pince-nez, il fallait que tu arrives à la limite de la compensation de ton masque. Parce que bien évidemment, c'est plus facile de descendre avec un pince-nez qu'avec un masque. Mais bon, déjà, si tu passes ta vie les yeux fermés, tu verras pas grand-chose. Mais si tu gommes toutes les problématiques d'entrée, tu progresseras jamais. Et le jour où ce sera compliqué, tu ne performeras jamais. Je veux dire, maintenant, on vit dans un monde où dès qu'il y a quelqu'un qui se pose une question, il va soit sur une IA pour avoir la réponse, soit sur un moteur de recherche quel qu'il soit. Il n'est pas foutu d'ouvrir un livre ou d'essayer de se souvenir. Je veux dire, il n'y a pas un prof de plongée maintenant qui fait un cours. Non, il va aller le pomper sur Internet ou il va demander à une IA de lui faire son cours. C'est une blague en fait. Mais il n'y a plus personne qui réfléchit, il n'y a plus personne qui s'entraîne, il n'y a plus personne qui se donne du mal. Et donc il y a fort à penser que les performances dans beaucoup de disciplines sportives euh, vont régresser parce qu'il n'y a plus le goût de l'effort, du travail, de la recherche et du goût à la complication, ce qui est quand même la chose la plus importante, l'évolution. On n'est pas une espèce qui tend à la régression, on est une espèce qui tend à l'évolution quand même. Ou alors j'ai rien compris depuis que je suis tout petit. Pierre, je te propose qu'on passe sur une partie du podcast qui s'appelle les questions loufoques. Ça permet de diverger et des fois d'arriver sur des sujets un peu inattendus. Chouette. Donc imagine, tu gagnes au loto 100 millions d'euros. Qu'est-ce que tu ferais avec? Avec 100 millions d'euros, Ouais, ça commence à faire alors un paquet déjà, là. je donne, c'est beaucoup 100 millions d'euros quand même, hein. Je donne 1 million d'euros à tous les gens qui me sont vraiment très très proches, en leur disant que j'en garde le moyen de contrôler cet argent si à un moment ils ne l'utilisent pas à bon escient. Donc ça, c'est la première des choses. La deuxième, c'est que je finance un organisme qui va permettre à la majeure partie des gens qui sont dans le besoin de pouvoir se resociabiliser et d'acquérir la compétence de regagner en autonomie,
de pouvoir être donc autonome, se suffire à eux-mêmes, avoir un emploi, créer, se loger et se nourrir tout seul. C'est-à-dire, je financerai la possibilité de l'autonomisation. Et je pense bien évidemment que parce que j'ai 100 millions et que c'est quand même beaucoup d'argent, je fabriquerai ce fameux bateau dont je rêve presque toutes les nuits, un magnifique Explorer qui serait l'École Bleue 2, un magnifique bateau sur lequel j'accueillerai cette fois-ci enfin gratuitement tous les enfants du monde pour leur faire découvrir les beautés océaniques, les sensibiliser à la fragilité de la faune et de la flore océanique et espérer que l'océan 2050 soit celui que j'espère voir et pas celui qui risque d'être. Voilà. Hmm. 100 millions d'euros, c'est pas mal quand même. Et puis, c'est important de soutenir aussi la Freediving Family. Donc, si tu gagnes, n'hésite pas à Oui, penser à ben, nous. écoute, bien évidemment, hein, mais sans aucun problème. D'ailleurs, la Freediving Family habitera sur ce fameux bateau Ah, j'aurai une chambre, que l'on super. appellera Pirates des Abysses 2. Voilà. Allez, deuxième question loufoque. Alors, tout simplement, si tu pouvais voyager dans le temps, à quelle époque tu irais et pourquoi? Euh, Tu peux aller aussi dans le futur comme tu peux retourner dans le passé. euh, je, c'est On une peut autre faire une pause question. si tu veux, Pierre. Euh, 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 une- Hmm. Non, ne coupe pas. Ah, Tu c'est bon. peux, tu pourras mettre, tu feras un montage si tu veux, mais ne coupe pas. C'est important que les gens comprennent à quel point c'est important. Bref, donc la date, revenir dans le temps, revenir dans le passé, c'est ça? Oui, c'est ça, un voyage dans le temps. Ouais. Eh bien, on va dire le 11 avril 2017. Le 10 avril, ce serait bien. Revenir le 10 avril 2017. Donc avant l'accident de Le 10 avril 2017, ce serait bien. Ce serait suffisant. 2017? 2007, pardon. 2007, ouais. Mm. Avant Oui, ça l'accident arrive. de Mm. Loïc. Hmm. 2007, excuse-moi. Ouais, ouais, c'est bien le 10 avril 2007. Ce serait une bonne date pour revenir dans le passé. Génial. Tu irais chercher Loïc et puis vous iriez faire la fête toute la nuit pour pas qu'il plonge le lendemain. Non, il joue au poker la veille. Non, 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 c'est pas ça que je ferais, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que si c'était utile, si une machine à remonter le temps m'était confiée, ouais, c'est ça que je ferais. Ok. Bah merci Pierre d'avoir Mais répondu. il faut une autre question loufoque, hein, parce qu'on Et peut ben on pas va rester. enchaîner sur une autre question loufoque. Même Maintenant, deux, même trois, hein, parce que si tu loufoque, devais je fais rester une enfermé sur une émission. île pendant un an, avec qui tu pars? Non. Oh merde. Gaffe à qui, à ce que tu Eh dis. oui, c'est pour ça. Les questions loufoques, au final, elles amènent à des Tanya situations Streeter. sérieuses. Ah, le mec, il revient trop dans le passé. Pardon? Oui, alors, sur une île déserte? Ouais, sur une île déserte pendant un an, et t'es kéblo pendant un an, genre Bora Bora, mais y a personne, quoi. À Bora Bora? Ouais, je sais pas, imaginer n'importe quelle île, tu vois. Et tu vas me donner le choix entre plusieurs personnes ou je dois dire avec Ah qui? non, qui tu choisirais au hasard, tu vois? Ah bon? Ah, c'est long une année. Attends. C'est long, oui. Et je dois justifier pourquoi? Comme tu veux. Une seule personne Ouais, une seule personne pendant un an sur une île. à mon âge à moi, là, maintenant? Ouais. Euh, J'aime bien ce jeu des allez. questions loufoques. Ouais, écoute, mon frère est parti en 2001 s'installer en Nouvelle-Calédonie. Euh,
Et on était comme des frères jumeaux, c'était pas le cas. On était comme des frères siamois, c'était pas le cas. Mais la distance a scarifié notre existence, en fait. Et donc, eh bien, contre toute attente, mon cher Jean-Pierre, je choisis mon frère. Un an sur une île déserte avec mon frère. Avec Philippe. N'importe qui me connaissant n'aurait jamais parié que je dise cela. Ils auraient choisi une fille, bien évidemment, et je leur aurais donné raison. Mais non, je pense que on a tellement de choses à rattraper avec mon frère que ce serait avec lui. Et puis bon, on trouverait bien le moyen de s'occuper pendant un an. Il n'y Ouais, a je aucun souci. pense. Des aventures, de la chasse. Oui. Puis bon, on nage bien, on arrivera à trouver sur une autre île d'autres gens isolés et très certainement avec qui on pourrait échanger des choses. Donc je ne suis pas très inquiet. Ouais, mon frère, mon frère. Allez, Philippe. Philippe Frola et Pierre sur une île pendant un an. Pierre, quels sont... Ça, c'est une question plus d'entretien. Quels sont tes trois grands défauts et tes trois Ça grandes de passer un qualités? casting, Ouais, c'est un casting. mes défauts et mes Ouais. qualités. Trois défauts, trois qualités. C'est une question d'entretien, quoi. Ah ouais, écoute, très honnêtement, je pense que mes défauts sont mes qualités et mes qualités sont mes défauts. Alors, non, je vais plus me définir comme une personne étant quelque chose, tu vois. Donc, mais je crois l'avoir déjà dit tout à l'heure, c'est par rapport à mon tempérament. Je suis quelqu'un de très très impulsif. On me définit, mais je me définis assez comme étant quelqu'un de vraiment dissident, ça c'est vrai, je l'assume totalement, de très généreux. Je suis vraiment très très généreux. Ça m'a souvent porté préjudice, mais je pense que c'est une qualité, une valeur, quelque chose d'important. Je le sais et et je le cultive. Je suis clivant. Totalement assumé. Mais bon, ça montre que j'hésite pas à sortir des sentiers battus, que j'aime bousculer les normes, que j'ai des convictions que je défends bec et ongle. Ça donne du sens à mes engagements. Il y a une forme d'équilibre puissant là-dedans. Et tout à l'heure, je t'ai dit que je pouvais aussi être galvanique. Et Galvanique, tu le oui. définirais comment? Ah, galvanique, c'est quelque chose de très spécifique. Tu ne connais pas ce mot? Bah, je sais ce que c'est que galvanisant, galvanisé, mais je veux voir comment toi tu Exactement. l'entends. Eh bien, je dirais que au même titre que ce que peut être l'électricité ou la lave, euh, je, je suis quelque chose de très, je suis quelque chose de très alternatif. Tu vois ce que je veux dire? Oui et non, c'est-à-dire que Non. tu... Non, je vois pas. Euh, eh bien, écoute, je suis fougueux, je suis euh, intempestif, mes réactions peuvent être souvent même proches de l'hystérie lorsque je m'emporte. Je suis galvanique, écoute, je suis un peu comme un volcan prêt à péter à tout Hmm, moment. Euh, bah, quand je suis persuadé d'avoir raison, hmm, euh, quand je suis persuadé d'avoir tort aussi, en fait. Je dirais que c'est comme ça que je me définis, oui. Je- Cette espèce de fougue qui fait de moi quelqu'un d'hyperactif, de très créateur, d'insomniaque, de super agité, de profondément tout le temps amoureux, exubérant, tiens, voilà. Si je hmm. devais
si je devais y donner presque un synonyme, ça n'en est pas un, c'est pas exubérant, c'est pas un synonyme de galvanique, mais voilà, vois-moi un peu comme une bouteille de coca secouée, Ça t'a pété, prête à quoi. être, prête à être ouverte. Voilà. Hmm. Et voilà, c'est un mélange de toutes ces choses. Euh, euh, mais tu sais, le mot clivant qui peut être péjoratif me définit quand même assez bien. Euh, voilà, je suis comme ça. Voilà. Et bah, ça s'est vu, regarde en 2019, hein. Ouais, bah c'est bien, tu prends position. Voilà, voilà. Écoute, à mon avis, c'est important d'avoir des convictions. Et, et ces convictions, elles sont super importantes, quelles qu'elles soient, parce qu'elles définissent un état, elles définissent un être, elles définissent des valeurs que l'on veut suivre, elles définissent la personne que l'on veut devenir, l'homme, la femme, enfin l'être humain que l'on est devenu, que l'on veut être ou rester, et le parent que l'on doit être. Donc, il est vraiment très, très important d'avoir des avis, de s'y tenir et d'être à tout moment prêt à dégainer. C'est super important. En fait, on n'a qu'une seule vie. On est simplement assuré que c'est ça qui existe et rien d'autre. Et, et elle est supra méga courte. Et en plus, hélas, elle peut être raccourcie par plein de choses, que ce soit des mauvais choix, que ce soit de mauvaises options, que ce soit de mauvaises maladies, que ce soit plein de choses. Et donc, il faut faire en sorte qu'on ne rate pas une seule seconde. Et voilà. Et donc, Hmm. cette machine à remonter le temps, elle est importante parce que elle permettrait effectivement de gommer plein de choses. Euh, et c'est pas pour autant que ça ne permettrait pas d'évoluer de la façon dont on a évolué. On n'est pas obligé finalement d'avoir souffert à l'extrême pour pouvoir être sage. On peut être sage sans avoir souffert. Euh, et c'est ça qui est important à comprendre. Hmm. Et j'ai enfin 50 ans et c'est vraiment quelque chose que j'ai compris. Il y a pas besoin d'avoir souffert pour être sage. Mais par contre, c'est tellement sage que de souffrir au quotidien. C'est-à-dire, C'est génial en fait. Ça te la remet souffrance? toujours. Ouais, il y a une super méga chanson de Renaud qui dit la souffrance, c'est très rassurant, ça prouve que tu es vivant. Hmm. Voilà. Ça dit beaucoup de choses. Renaud, quel grand philosophe. Moi, il y a une citation que j'aime beaucoup de Antoine de Saint-Exupéry qui dit: Nous sommes aussi riches de nos misères. Et qu'on peut connaître le réel bonheur aussi quand on a un peu touché le fond. Ça permet de mettre les choses en perspective et de vivre Ah, des choses tiens, dures. Ça permet de vraiment apprécier quand juste des fois c'est juste normal. les plus grandes phrases de Frédéric Boyle, mon maître à penser. Quand tu es au fond du trou, eh ben, tu peux encore creuser. Tu ne fais pas partie de la solution, c'est que tu fais partie du problème. C'est vraiment des très très grandes phrases de Fred Buil. Quel grand sage. Tu vois, sur cette île déserte, coincé avec mon frère, on se débrouillerait pour faire des signaux de fumée et faire venir Fred Buil, parce que vraiment, là, on serait un triptyque magnifique sur cette île déserte. Et Fred Bull, c'est un auteur? Fred Buil, c'est un auteur, oui, compositeur, poète. C'est un des plus grands apnéistes de tous les temps. Le plus grand apnéiste belge que la Terre ait connu, le plus grand porquerellien, le plus grand pourfendeur de plaquettes en inox, euh, euh, le plus grand, euh, le plus grand termite, le plus grand des apnéistes d'ailleurs, parce qu'il mesure presque 2 mètres. Fred Buil, un apnéiste de renom magnifique, toujours en vie, euh, qui a fait, je pense, les premières plus belles photos en apnée de cette époque glorieuse que celle des années 2000, qui était un de mes concurrents en immersion libre, qui était aussi juge sur peut-être les 92 mètres en immersion libre, je ne sais plus.
qui a gagné à El Gouna en 99, qui faisait partie de l'équipe des Nations Unies en 96 et qui vit désormais aux Açores. Et si vous continuez, je vous donne même son numéro de téléphone perso, comme ça vous le harcelez de texto. Il déteste ça. Voilà. Et on peut plonger aux Açores avec Fred Bull, il a une école? Ah, ouais, ouais, on peut plonger. Mais il aime pas trop l'être humain, hein. Il est, il est agoraphobe et apnéistophobe. Fred Buell, Apnéistophobe. Fred Buell, c'est le gars qui a inventé les concepts de Always free dive with a buddy, never free dive alone. Je pense que tu connais ces deux petits stickers jaunes et rouge et jaune ou Jamais bleu, vu. qui sont des stickers de sécurité qu'on avait créés dans les années, quand ça a débuté, les compétitions un peu sérieuses en apnée, le Blue Hole et compagnie, là, dans les années 2006-2007. Blue Hole du Euh, Bahamas. ouais, c'est lui qui a inventé le concept de pool rat and rat rope, les rats de piscine et les rats de câble, pour définir les apnéistes. C'était assez amusant d'ailleurs. Euh, oui, c'est un des précurseurs de la plongée en apnée. Quelqu'un qui s'est énormément investi, qui a donné énormément de son temps, de son énergie. Puis alors lui, en termes de dissidence et de clivage, il est sur le podium, hein. Exceptionnel, exceptionnel. Je pense que dans la freediving family, tu te, tu te dois de chercher à le contacter et à l'interviewer parce Fred qu'il Buell. a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à raconter. Beaucoup de choses C'est à Roland raconter. Spieker que j'ai envie d'inviter là. Ah ouais, génial, Roland. Roland, Qui est fabuleux. cofondateur avec l'autre du coup de Aida. Ouais. Et tu sais, il y a beaucoup de gens que les gens n'ont pas connus, hein. Je parle des francophones, parce que bien évidemment, à l'international, c'est encore pire que ça, mais euh, il y a quand même, il y a quand même des apnéistes de renom de l'époque euh, qui ont marqué l'histoire de l'apnée, dont les gens ne savent même pas qu'ils ont existé. Hmm. Alors, tiens, Monaco, le pays des Formule 1, ça commence déjà à faire du bruit. Des gens comme Franck Mességuet, des gens bon, bah, comme Éric Charrier, bien évidemment, à l'époque, comme Philippe Simoni, comme une multitude d'apnéistes euh, vraiment de renom qui ont marqué l'histoire de l'apnée à l'époque où l'apnée a débuté. Et, ce serait intéressant de faire connaître ces gens. Euh, Ce serait vraiment même très très important parce que ces gens ont des choses à dire. Hmm. Mais c'est ce que je cherche à Énormément. faire, c'est pour ça que je vais creuser un peu. Là, tu vois, je viens de recevoir un SMS de Olivier Heuleux, je parlais avec Claude tout à l'heure. J'ai à cœur de mettre en avant, pour comprendre de là où on va, faut comprendre de là où on vient. Donc c'est Oui, important pour moi de discuter avec les anciens, on va dire. bien sûr. Mm. Tu, tu, euh, tu as, tu as tu as fait un podcast avec Umberto Non, Pellizzari. pas encore. Un Ben, il jour. parle très, 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 très bien français. Donc, Ouais. euh, tu serais, euh, tu serais bien évidemment sous le charme parce qu'il est d'une éloquence rare. Parce que c'est, je pense, l'apnéiste par. C'est l'apnéiste symbolique. C'est la légende vivante de l'apnée. C'est le, c'est le fer de lance de l'apnée internationale. C'est une mémoire vivante. C'est une personne investie. Je pense qu'on pourrait presque définir, enfin créer un adjectif, ou un adverbe. On pourrait dire que les choses sont pélarisantes, pélizarisantes, on pourrait le dire. Ah ouais, j'aime On bien pourrait ça. dire comment C'est il est pélédé. inspirant. Ouais. Il est tellement inspirant. Il est, il est, ouais, il faut vraiment que
que tu prennes le temps Et bah, tu me donneras son numéro de téléphone, je vais je l'inviter. vais te le donner tout à l'heure. T'as Michel Oliva en Corse, qui, je pense, fait partie des plus grands philosophes de la plongée en apnée. À l'instar d'un Enzo Maiorca, Michel Oliva, un poète corse pratiquant de la plongée en apnée qui s'est reconverti dans le yoga, qu'on appelait le chat, qui était tellement inspirant. Voilà, il y a eu tellement de personnes au travers des décennies dans le monde de la plongée en apnée en France qui pourraient te permettre de faire connaître à toute cette nouvelle génération pourquoi en fait cette discipline finalement elle est si importante et elle draine autant de mysticisme parce qu'elle est pratiquée par des gens qui sont d'une profondeur inouïe. Euh, Emmanuel Rappen, l'apnéiste euh, porquerolles, gardien du phare de Porquerolles, qui a inspiré tellement d'apnéistes, pas champions, hein, des apnéistes. C'était une personne qui était capable sur des entraînements d'apaiser les gens simplement en leur parlant, en leur donnant sa vision de la pratique de la discipline, sa façon de s'alimenter, de voir les choses, de se retraiter en Inde pendant de longs mois. Et voilà, il y a tellement de gens tellement inspirants, tellement loin des records et des performances, qui pourraient, je pense, apporter beaucoup euh, de De comment dire, sagesse. non, de solidité à ces fondations déjà très solides, hein, très costauds de ton travail, qu'est la Freediving Mm. Family. Comme tu l'as très justement appelé, c'est une famille. Et l'apnée doit être collective ou ne doit pas être, tout simplement. Citation de Loïc, qui est la Euh, citation préférée de Claude. Bah, c'est ce qu'il nous a dit sur le dernier podcast, que sa citation ouais, préférée était ah, l'apnée sera collective ou ne sera pas. oui, c'est le leitmotiv du groupe. Mm. C'est le leitmotiv du groupe. Ouais, Loïc, c'était plutôt plus de temps tu passes au fond et moins de temps passe à la surface. Tu Ah ouais, vois. c'est vrai. C'est vrai que Il Cédric était nous l'avait plutôt dit dans ça. il était plutôt dans ce type de citation. Et du coup, Pierre, aujourd'hui, là, on est en 2025. Qui Déjà, t'inspire? Qui on a vraiment t'inspire parlé actuellement longtemps. dans le milieu de l'apnée? Dans le milieu de l'apnée qui m'inspire, Ouais. euh, euh, je suis inspiré dans le milieu de l'apnée, je suis inspiré par ceux qui transmettent, ceux qui enseignent, ceux qui donnent, ceux qui partagent. Ce sont eux qui m'inspirent. Hein. Et donc en réalité, pour l'instant, il n'y a plus beaucoup d'apnéistes très inspirants, hélas, je trouve. Peut-être qu'il faut qu'ils se maturent encore dans leurs objectifs à atteindre, qu'ils sortent de leur quête sportive et médiatique, qu'ils fassent, je dirais, un peu une petite introspection, qu'ils se souviennent pourquoi est-ce qu'à un moment ils ont voulu pratiquer, pour qu'à leur tour ils deviennent inspirants. Je pense que euh, tous ces gens ne sont pas inspirants parce qu'ils cherchent à l'être. Tu ne peux pas être aimé si tu fais tout pour l'être. Tu comprends? Mhm. Voilà. C'est ce que Et Claude disait aussi ah oui, ouais, sur la deuxième c'est partie du podcast qui sort dimanche. c'est un discours de vieux peut-être, mais Mhm. tu ne peux pas, tu ne peux pas donner, tu ne peux pas donner si tu fais que chercher à recevoir. Donc, c'est un choix en fait. C'est soit tu donnes, soit tu reçois. Si tu donnes, tu recevras. Par contre, si tu veux recevoir et si tu fais tout pour recevoir, tu donnes rien. Mhm. Mais je pense que toi Donc, aussi, à une certaine époque, par exemple, quand tu cherchais cette quête du record du monde en poids variable, il y a un moment où
les gens t'ont plus consacré d'énergie que tu as pu en donner. Alors, Il y a un moment où on prend, il y a un moment où on donne. Je pense que c'est en... ce qui fait que je me suis toujours trouvé comme étant différent et ne faisant pas partie du lot, c'est que je faisais partie de ce groupe-là, le Nice Université Club, où on avançait tous ensemble. On faisait tous partie d'une équipe. On avait tous un objectif commun, c'était pratiquer ensemble. C'était des mousquetaires, un pour tous et tous pour un. Je te donne, tu me donnes. Tu fais ma sécu, je fais ta sécu. Je ne vais pas assez vite, tu me pousses, je vais trop vite, tu me freines. Quand je remonte la plaquette, on gagne ensemble. Quand je remonte sans la plaquette, on a perdu tous ensemble. Un pour tous et tous pour un. Et donc, tu sais, j'ai arrêté ma carrière en 2009. Je l'ai débuté en 2006, 2000, allez, 2006-2007. J'ai créé ma première structure en 2007 et ma première école en 2001. Et j'ai mené de pair ma carrière sportive et ma reconversion en tant que prof en même temps, à partir de 2001. J'ai, en même temps que je faisais mes records de plongeon en apnée, on va dire, là, mes entraînements, tout ça, j'ai passé mes monitorats de plongée en apnée, mes monitorats de plongée bouteille, mon brevet d'état de plongée, alors qu'à la base, j'étais pas un plongeur bouteille, mais Hmm. il fallait un brevet d'état pour pouvoir Ouais, le enseigner. BPGEPS apnée qui n'existait pas Ça encore. n'existait pas, bien sûr que non. Hmm. C'était un brevet d'état Hmm. plongée scaphandre. Et donc, j'étais à la fac, j'ai pas arrêté mes études, je les ai continuées. Et non, je n'ai cessé de, de donner et je recevais en échange. Et donc, en fait, je recevais naturellement, je ne demandais pas, je recevais tout simplement. Les gens qui faisaient ma sécu, le Karaofoun et l'équipe Cap d'Ayoaz, Yemanja, c'est des gens qui étaient électriciens, voituriers, boulangers, peintres, déménageurs, profs de plongée. C'est des gens qui prenaient de leur temps, euh, 3, 4 entraînements par semaine. Ils posaient des jours de repos pour pouvoir non pas venir faire ma sécu, non, pour venir à la mer au sein du groupe, partager ensemble. Et à un moment, ben, ils descendaient au fond de la mer faire des bulles, et puis ils me regardaient descendre et remonter, comme moi, je les regardais faire des bulles Hmm. et, et chanter, parce qu'ils étaient en pleine narcose. Et donc, c'est ça, en fait, qui est inspirant dans la vie, c'est de donner, de partager. Et on ne partage pas des stories, on ne partage pas des likes, on ne partage pas des petits-déj ou des selfies en haut d'un arbre. Tu vois, c'est pas ça en fait le partage. C'est pas ça qui est inspirant. On peut raconter sa vie, bien évidemment, mais c'est pas ça qui est inspirant. C'est pas le nombre de followers qui est inspirant. C'est pas le nombre de gens qui regardent ce que l'on fait qui est inspirant. Ce qui est inspirant à un moment, et c'est d'être assis à côté de quelqu'un et que cette même personne nous donne quelque chose. C'est ça qui est inspirant, qu'elle nous transmette quelque chose, que ce soit des valeurs, une idée, un ressenti, une rancœur. Euh, ce qui est inspirant, c'est de partager avec quelqu'un, d'être ou pas d'accord avec cette personne, la notion même d'échange. C'est ça qui est inspirant. Donc, à l'heure actuelle, ceux qui m'inspirent, ce sont ceux qui partagent. Et, euh, et, euh, et voilà, et donc cette réponse ne sera pas plus étoffée que ça, parce que ben, en Ok, fait, mais ceux qui t'inspirent sont ceux qui sont des passeurs, qui partagent et qui donnent de l'énergie. oui, oui, de l'énergie, du savoir, du temps, de l'amour, des paires de palmes, euh, et je dirais des, des conseils, si tant est que les gens aient besoin de conseils. Mais ouais, c'est ça qui est inspirant. Hier, je te propose, on attaque le jeu des questions rapides. Tu dois Ah, répondre de manière j'adore les jeux. hyper instinctive. Aïe. Ok? Faut Hmm. répondre, l'idée, c'est que c'est dur. Aïda ou Kmas? J'ai combien de temps pour répondre? T'as une seconde. Euh, ouais, Claude aurait dit les deux. Ah, ben Aïda, parce que je suis fidèle. En plus, je suis fidèle. Donc, t'as beau m'avoir, t'as beau avoir fait. Enfin, bref. Allez, Aïda. Aïda, allez. Immersion libre ou variable?
Facile. Variable. Je Bah suis oui. fidèle. Est-ce que tu préfères te percer les tympans ou faire un œdème? Quelle drôle de question. Hmm, Tympan, ça va plus vite la réparation. ok. Vitesse Ah ou non, lenteur? j'aurais dû. Mais non, la réponse, ça aurait dû être. Pardon? Génial cette réponse. Vitesse ou lenteur? Vitesse, bien sûr. Colère ou paresse? Colère. Orgueil ou luxure? Orgueil. Nice ou Monaco? Monaco. Jacques Mayol ou Enzo Mallorca? Enzo Mallorca. Star Wars, Harry Potter ou Le Seigneur des Anneaux? Star Wars, bien sûr. Voilà. Aimer ou être aimé? Aimer. Ok, bah Être aimé, super. c'est tellement ubuesque. Aimer, bien sûr. Comment Aimer, c'est veux-tu plus être fort. aimé si tu n'aimes pas toi-même? C'est le fondement même de la pensée. Aimer, aimer, aimer follement, éperdument et éternellement. Pierre, dans ta carrière d'apnéiste, ou par rapport à tes différents records de France ou records du monde en variable, quel est ton plus grand regret, ta plus grande honte et ta plus grande fierté? Alors, mon plus grand regret, ah ouais, tiens, c'est marrant, mais c'est vraiment amusant. C'est une réflexion de cinquantenaire. Ben, je crois que mon plus grand regret, c'est de ne pas avoir fait l'effort de me réengager dans l'aventure 2008-2009. J'ai tellement été marqué par la disparition de Loïc, ça m'a tellement montré à quel point j'ai cru, du moins, j'ai tellement cru que nous étions dans la quête de l'inutile, la façon dont on nous définissait, et qu'il fallait passer à autre chose, eh bien, mon regret, c'est de ne pas avoir euh, recommencer, rechausser les palmes, ou pas d'ailleurs, et participer notamment aux rencontres, parce que j'ai pas envie d'appeler ça des compétitions, même si ça en a été, dans le Blue Hall notamment. Ah, ben il y en a Pour une en mai, là, si tu veux participer et venir. tout. Parce que, non, mais c'est trop tard là. C'est-à-dire que euh, je suis passé à côté comment dire, de cette possible confrontation avec une nouvelle génération d'athlètes qui était quand même beaucoup plus proche que celle de ma génération. Dans ma génération d'apnéistes à moi, il y avait plus d'hédonistes que d'athlètes. Et c'est pour ça que j'ai été en toute humilité si fort, si longtemps en immersion libre. Parce qu'il n'y avait pas beaucoup de concurrence, parce qu'il n'y avait pas beaucoup. Enfin, l'apnée était surtout pratiquée par des gens qui faisaient de l'apnée. Mais il n'y avait pas beaucoup de mecs qui s'entraînaient dur, 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 comme on pouvait nous s'entraîner en judo à l'époque, ou en water polo, en natation. Et donc, ouais, il a fallu attendre quand même quelques années pour avoir des costauds venir me mettre la fessée, notamment, tu vois. Et donc, ça aurait été vachement intéressant. Donc, mon regret, ce serait ça. C'est de ne pas avoir participé comme un apnéiste vieillissant aux rencontres, aux Hmm. côtés de Guillaume, Morgane, tout ça, qui est la génération après moi, mais avec qui j'aurais pu m'amuser. On s'est amusé à d'autres choses, mais pas aller chercher les plaquettes. C'est dommage. Après, c'était quoi les autres questions? Et après, c'était ta plus grande honte et ta plus grande fierté dans ta carrière d'apnéiste. Alors, ma plus grande fierté d'apnéiste, c'est d'avoir créé cette école et d'avoir réussi à en faire un vrai travail. Donc, ma fierté d'apnéiste, hein, attention, parce que sinon, ma plus grande fierté, c'est pas du tout dans ce milieu-là et dans ce monde-là, mais dans ce qu'est de la plongée en général, c'est d'avoir réussi à créer cette école, d'avoir créé presque 14 emplois en saison et 7 emplois à l'année, enfin 6 d'avoir vu près de 4800 personnes l'année dernière qui sont passées entre nos mains, à qui on a enseigné le sauvetage aquatique, la plongée libre, la plongée scaphandre, la randonnée palmée et aussi la plongée en apnée. Donc voilà, ça c'est vraiment une très très grande fierté. L'école bleue qui est devenue l'Académie monégasque de la mer, qui est devenue le centre
euh, de sauvetage et de plongée, le centre de sauvetage aquatique et de plongée de Monaco. Je n'arrive même plus à définir ma propre structure. C'est pour le secourisme, c'est ça? Entre autres, oui, voilà. Donc ça, c'est vraiment une fierté. C'est quelque chose qui restera toujours. Et ouais, voilà, je suis très fier. Et alors, ma plus grande honte, euh, je sais pas, ma honte d'apnéiste. euh, Je sais pas, par exemple, parce que pendant tes records, quand tu t'es blessé au tympan ou des choses comme ça, c'est des. non, il n'y a rien de honteux à se blesser. Mhm. Si tu t'engages pas, faut même pas venir. Euh, de quoi je peux bien avoir honte? Bah, pas grand-chose. Non, bah, j'ai honte mais en fait, je crois que la réponse est toute trouvée. J'ai honte de rien. J'ai jamais eu honte de rien, en fait. Je crois que il y a quelque chose qui me définit assez bien dans un vieux forum anglais euh, qui disait qu'effectivement, j'avais jamais honte de rien. J'ai jamais eu honte de rien, en fait, mais j'ai jamais eu à avoir honte de rien. Euh, non, mais rien, en fait, vraiment. Julien, Ok. rien. Eh ben rien. Rien et avec énormément de fierté. Pierre, on a parlé de beaucoup de choses. Euh, Tu es souvent dans des médias. Est-ce qu'il y a une question qu'on ne t'a jamais posée, à laquelle tu aurais aimé répondre et partager la réponse aux auditeurs de la Freediving Family? Euh, non, je ne sais pas s'il y a des questions qu'on m'a jamais posées. Alors, on va plutôt essayer de connaître la question que j'aimerais bien que l'on pose. T'imagines bien qu'on en a posé tellement et qu'on en Bah oui, pose mais encore c'est pour ça, tant. quelle question on ne t'a pas Pourquoi, posée? comment, et mais tu m'as même demandé qui. Donc, euh, non, moi, il y a plus. Il y a- oui, il y a une question qu'on m'a jamais posée et j'ai l'impression que personne se la pose. Et donc, je pense que la réponse est toute trouvée, c'est-à-dire malheur. Je vais encore me faire tellement d'amis avec cette phrase. Allez, je pense que je suis parti pour un week-end d'insultes sur mes réseaux sociaux et sur mes emails. Faites-vous plaisir, les mecs. J'attends que ça. En fait, moi, il y a une question que je me suis toujours posée, qu'on ne m'a jamais posée, mais j'ai l'impression que personne ne se la pose. Et pour moi, elle est tellement évidente. Attention. Comment est-ce que l'apnée a fait pour autant régresser médiatiquement? Comment est-ce que l'apnée a pu quasiment disparaître alors qu'à une époque, elle était sur le point de devenir quelque chose, non pas de médiatique, mais carrément d'un pouvoir de médiation énorme. Comment est-ce qu'à un moment, on a pu devenir aussi insipide? Comment est-ce que l'apnée a pu devenir aussi anecdotique? Je Tu veux dire parle dans les de médias mainstream? Je parle de l'apnée de compétition, de l'apnée l'apnée sportive. Voilà, on va pas parler de compétition. L'apnée sportive. Comment est-ce que à une époque où on avait des gars qui étaient sponsorisés par les plus grandes marques de montres, les plus grandes boissons énergétiques qui maintenant ont une écurie de Formule 1 et déversent Donc tu penses des à Red Bull? milliards d'euros, mais je ne pense, tu sais très bien par qui j'ai été sponsorisé à l'époque. Bah Red Bull. Comment une discipline, il y a un peu moins de 20 ans, était tellement médiatisée, sportivement, hein, je parle. Comment est-ce qu'à un moment, elle a pu quasiment disparaître? Et j'ai la réponse en fait, hein. Mais moi, je trouve pas que Je l'apnée sais, a disparu des médias bien sûr. mainstream ou au contraire, il y a de plus en plus de pratiquants, il y a de plus en plus de gens qui s'intéressent à la compétition, Ça il y a n'a de plus rien à en plus voir, de mais ça n'a niveaux. rien à voir avec la médiatisation et la communication de la plongée en apnée en compétition. Hmm.
Il devrait y avoir des centaines de professionnels de la plongée en apnée. On devrait être dans l'âge d'or de la plongée en apnée. J'aurais dû faire partie de la génération des béotiens de la plongée en apnée. Comment est-ce qu'on est passé d'une génération de gens qui étaient de vrais professionnels avec un statut d'athlète de haut niveau, avec des salaires, avec des sponsors, avec des pay-per-view, avec des écuries, des équipes. Comment est-ce qu'à un moment on est passé Mais là, de tu parles ça, de quelle époque, Pierre? Parce que de l'époque, comment est-ce qu'en 2010 ça s'est arrêté en fait? Comment est-ce qu'on n'a pas réussi à, à avoir des compétitions retransmises en direct à la télévision? Comment est-ce qu'à un moment, on n'a pas réussi à avoir un circuit existant? Comment est-ce qu'on ne peut avoir que trois ou quatre pauvres petits documentaires sur Netflix qui ne parlent de toute façon toujours que des que des accidents. accidents ou des histoires rocambolesques, alors que des athlètes ont été supra méga inspirants. Comment est-ce qu'à un moment, ces fédérations n'ont pas à un moment investi comme il fallait dans euh, la résonance de cette discipline de compétition? Qu'est-ce que c'est dommage. Le ski a réussi, le snowboard a réussi, toutes les disciplines alternatives ont réussi, le bicross a réussi à l'époque, l'apnée n'a pas réussi. Écoute, Posez-vous cette question. Moi, je sais pourquoi, hein, je mais reçois posez-vous. bientôt Laetitia Minier, la présidente de la commission apnée FFESSM, avec Philippe Péan, le président AIDA France. Qu'est-ce que tu leur poserais comme question pour que l'apnée sportive gagne en notoriété, en visibilité et donc apporte des sponsors et donc professionnalise le sport? Mais je n'ai pas de questions à leur poser à ce sujet-là. Pourquoi je devrais leur poser des Enfin, ou qu'est-ce questions? que tu ferais, toi, alors, pour que, au contraire, le sport se professionnalise et se Alors, c'est pas médiatise? tellement ce que je ferais, c'est qu'est-ce qu'il aurait fallu faire au moment où c'était vraiment le moment. Tu vois, parlons par exemple de l'époque du Vertical Blue, qui était une époque qui a donné, je pense, l'opportunité de pouvoir vraiment exploser médiatiquement et qui s'est arrêté et qui est mort dans l'œuf. Est-ce que tu saurais définir la pratique de la plongée en apnée par les pratiquants eux-mêmes? Est-ce que tu saurais me définir à quoi ressemble une compétition d'apnée en 2000, un record de plongée en apnée en 2000 et une compétition d'apnée, allez, on va dire en ce moment, là maintenant? Bah, ça n'a rien à voir. On est passé d'un setup de presque 300 bateaux, 400 personnes sur l'eau, avec des fumigènes, des feux d'artifice, des hélicoptères, de la musique, des DJ, la fiesta et limite des pom-pom girls, à un silence, s'il vous plaît, besoin de concentration. Tu vois ce que je veux dire? Lorsque je passe dans la rade de Villefranche avec mon bateau rempli d'enfants, et qu'on s'arrête à côté des structures d'apnée, d'apnéistes de grande profondeur, 80 mètres, 90 mètres, 100 mètres, qui s'entraînent, juste ils s'entraînent, et qu'on passe en disant bonjour, en mettant de la musique, en chantant pour les encourager, et qu'on nous demande de passer notre chemin, de faire moins de bruit, et qu'on m'envoie des messages en disant, est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, ne plus faire ça parce que vous nous déconcentrez, tu vois? Hmm. Ça et tout le reste. Le gros problème, c'est qu'on ne peut pas être médiatisé, parce que c'est quand même une des choses les plus importantes dans le sport de haut niveau, c'est d'être médiatisé pour pouvoir exister. C'est pas d'être reconnu, ou du moins d'être médiatisé. Parce que oui, il faut être reconnu, en fait, c'est ça. Il faut être reconnu et reconnaissant. Reconnaissable, pardon. Il faut que la discipline existe, voilà, qu'on comprenne bien mes propos. Pour que la discipline existe, il faut qu'elle fasse sens. Mais pour ça, il faut qu'elle puisse exister. Pour qu'elle puisse exister, il faut qu'elle soit rentrée dans une case qui corresponde aux attentes euh, de ce qu'on va appeler les consommateurs, les téléspectateurs. Et donc, l'apnée, à un moment, elle s'est renfermée sur elle-même, elle s'est recroquevillée, elle s'est embourgeoisée, elle est devenue supra-méga élitiste, elle a perdu sa valeur, elle a perdu vraiment sa valeur
profonde, elle a perdu sa valeur financière déjà. Elle n'a aucune valeur financière, Tu la veux dire qu'à plongée en l'époque, apnée. vous gagnez plus d'argent dans l'apnée qu'aujourd'hui? C'est pas tellement de gagner de l'argent ou pas. Je te parle de professionnalisation de la Hmm. discipline. D'accord? C'est pas à l'époque ou maintenant. C'est-à-dire que si tu regardes ce qu'est un apnéiste maintenant, c'est pas, ça fait pas rêver en fait. Et qu'est-ce qui fait rêver il y a 10 ans ou 20 ans en arrière? Non, mais qu'est-ce qui fait rêver chez un athlète, en fait? Qu'est-ce qui fait rêver, en fait, ce qu'on appelle les fans? J'ai jamais été très fan, hein, de quoi que ce soit, mais qu'est-ce que c'est qui fait rêver les gens qui sont spectateurs d'une discipline sportive? Qu'est-ce que c'est qui les fait rêver? T'as la réponse à ça ou pas? Qu'est-ce qui fait rêver un téléspectateur qui regarderait Ben oui. une compétition d'apnée profondeur? Ouais. Eh Non, ben, pas du tout. Qui fait rêver un téléspectateur d'un. Qu'est-ce qui fait rêver un fan de pilote de Formule 1, de joueur de foot, de tennisman, de golfeur, déjà, il y a s'attacher à la performance, la beauté du sport en lui-même. Après, il y a D'accord? s'attacher à la personnalité de l'athlète, de Oui, suivre son destin, de voir sa oui. réussite, ses échecs, et ainsi de suite. Mhm. Le Qu'est-ce qu'il y tout, a aussi? tout le storytelling. Je sais pas, tu dirais quoi, toi, Pierre? La professionnalisation de cette personne. Le fait qu'à un moment, il est 100% investi entièrement et uniquement là-dedans, parce qu'il est reconnu par ses pairs, parce qu'il est considéré par ses pairs, parce qu'il est considérable et parce qu'il se considère lui-même. Parce que la première personne qu'il aime, c'est lui-même. Il n'est pas égoïste, mais il est égocentrique, parce qu'il existe en tant qu'être, parce qu'il a une image, parce qu'il a une existence, et parce que il est brillant. Et parce qu'il est brillant, il est lumineux et parce qu'il est lumineux, il arrive à faire passer un message. Mais c'est pas du tout le cas des athlètes de plongée en apnée à l'heure actuelle. Donc, toi, tu trouves qu'aujourd'hui, il y a C'est pas personne qui en est tout lumineux cas, dans le c'est milieu. pas en tout cas ce que moi je vois dans le monde de l'apnée en général. Je ne te parle pas de tel ou tel athlète, je te parle de la discipline sportive en elle-même. Elle n'est pas consommable comme peuvent être consommables énormément d'autres disciplines sportives. Tu comprends? Et donc, quand on est venu me demander de me battre pour que l'apnée devienne olympique, la première chose que j'ai faite, c'est que j'ai rigolé. Elle n'est même pas départementale. Comment veux-tu qu'elle soit olympique? Tu comprends? On ne peut être olympique qu'à partir du moment où on a une résonance internationale, intercontinentale, européenne si on est sur le continent européen, nationale, interrégionale, régionale, Mhm. départementale. Elle n'est même pas départementale à l'heure actuelle. Ça n'est pas possible. Ouais, en piscine, on est Donc, régional, il mais y en a profondeur, on est que énormément de choses national. à faire. Et en 20 ans, je pense qu'on aurait dû vraiment se tabler là-dessus. Commencer par professionnaliser beaucoup plus tôt en valorisant l'enseignement de cette discipline, dans un premier temps euh, en termes de pratique, mais après sportive, pour faire en sorte justement que ça devienne quelque chose de beaucoup plus gros et d'incontournable. Il y a énormément, énormément de travail à faire. Et ça n'est pas un travail, alors ça n'est pas péjoratif ce que je dis, attention, mais ça n'est pas un travail de bénévole. Tu comprends? Je suis issu d'un groupe de bénévoles. Le Nice Université Club, c'est un groupe de bénévoles. Mais la réussite, elle s'est faite par la professionnalisation. On est obligé de passer par de la professionnalisation. On ne doit pas avoir honte de travailler pour réussir. Et ça, c'est très important. Ça en revient au tout début de notre podcast. Il faut absolument travailler dur pour réussir. Il faut s'entraîner. Il faut faire preuve de rigueur, de diététique. Il faut aller là où ça fait mal, là où ça fait froid, là où on n'a pas envie. Il faut encore et encore et encore. À l'instar de Arthur Guérin-Boéry. Le mec, il s'est envoyé sous la banquise combien de fois pour faire son record? Combien de fois il s'est mis en slip de bain à marcher dans la neige? Mais enfin, mais qui fait ça?
T'imagines la force de caractère, l'investissement. Combien de fois il a fallu qu'Alexei Molchanov soulève des barres chargées en apnée, en squat, pour pouvoir remonter 30 fois par mois dans toutes les disciplines possibles et inimaginables de 30 mètres de profondeur par ses propres moyens. Donc, tout demande un travail énorme, mais c'est quelque chose de professionnel. Et ça, c'est super important. Et donc, à une époque, il y avait un virage à prendre et il n'a pas été pris. Et c'est vraiment très, très dommage. À un moment, il fallait absolument s'investir dans la médiation, dans un premier temps, et dans la médiatisation de l'apnée sportive. Il fallait que les athlètes eux-mêmes s'investissent, par exemple, comme a pu faire William Turbridge. Mais il ne faut pas que ce soit un seul mec sur Terre qui le fasse. Mais je pense qu'il y a beaucoup d'athlètes qui se sont investis, mais c'est compliqué financièrement. Euh, C'est compliqué financièrement. Je ne comprends pas ce que veut dire cette réponse à ma phrase, en fait. Non, parce que je Enfin, vois où tu veux aller, mais qu'est-ce pas qui est compliqué exactement. J'ai financièrement de l'impression que tu, s'investir j'ai dans un l'impression que projet tu dis que les professionnel? apnéistes Attends, sont pas assez. Ouais. excuse-moi. Qu'est-ce qui est... Bon, je croyais que c'était un podcast. Ça se transforme en table ronde, mais bon, c'est pas... Je veux dire, qu'est-ce qui est compliqué financièrement de s'investir professionnellement dans un projet? Je ne comprends pas en fait le lien. Non, c'est pas Je ça. vois Je pas. comprends pas. C'est quand tu dis professionnellement, c'est tu considères que il y a eu un virage à une époque où des athlètes ne sont pas assez donnés, c'est ça? Je pense que à l'époque où il fallait que les apnéistes qui commençaient à un moment à faire un peu moins de compétition, euh, ces personnes auraient dû s'investir beaucoup plus dans la reprise de flambeau, dans non pas l'organisation d'événements isolés, mais plutôt dans la mise en place d'un système qui permette de professionnaliser la discipline par la communication de la discipline en elle-même. Voilà. Bon, on tourne en rond là depuis 20 Ouais. minutes. Ok. Donc voilà. Et il y a un moment, je ne sais pas quoi te dire d'autre que ça, hein. Ouais, ouais, bah Donc, la professionnalisation du c'est sport. vraiment la question que je me suis toujours posée. C'est-à-dire, moi, en fait, quand j'ai raccroché mes palmes, c'est-à-dire quand j'ai arrêté de faire de la compétition, que j'ai dit, bon, allez, ben, je vais arrêter d'organiser des compétitions parce que c'est sympa, ça me plaît, c'est chouette, mais j'ai pas envie trop de le faire. Je suis pas un promoteur, tu vois, je suis Hmm. pas donné. Ça me plaît moins. Bon, financièrement, c'est cool, hein. C'est beau. J'ai fait deux très, très beaux événements, dont un qui, à mon avis, a été peut-être un des plus beaux du monde de l'apnée, ne serait-ce que statique. Bref, mais Ah oui, derrière, tu moi, parles de je l'événement. Ah oui, j'en ai entendu parler. on a C'était entendu le, parler. c'était dans un stade, c'est ça? Le Static Apnea Contest en 2005, qui a eu Ah lieu à ouais, Monaco, ça, c'est drôle ça. Mais ouais, ça, c'est du all story, ça. quelque chose que j'ai essayé Ok, de je vendre comprends mieux ce que par la tu veux suite. dire. Hmm. Enfin bref. Et Ouais, donc, ouais. Ok, non, mais j'ai compris ce que c'est tu pas voulais dire, compliqué, Pierre. c'est pas compliqué de trouver 300 000 balles pour organiser Hmm. un événement. Surtout Hmm. ce que tu gagnes derrière, hein. Donc, il n'y a pas de problème. C'est juste qu'à un moment, voilà, il faut faire des choix. Moi, j'ai fait le choix de partir sur l'enseignement Hmm. et sur la protection de l'environnement. Donc, voilà, ça a été mon choix, mon cheval de bataille. Je suis parti. Euh, Oh putain, j'ai rendez-vous dans 17 minutes à un événement officiel où je dois mettre un costume et une cravate et je suis vraiment très très loin d'être en costume et en cravate. Et On peut bah, si reprendre tu devais conclure avec une vraiment citation désolé. ou avec quelques mots, tu dirais quoi? Eh bien, parce qu'on a fait peut-être beaucoup de philosophie, je dirais tout simplement qu'à une victoire sans gloire, il vaudrait toujours mieux préférer une défaite honorable. Mais surtout, ce que je vais dire, c'est ce que je disais toujours, notamment à Loïc, avant de partir lors de mes entraînements en grande profondeur et en grande profondeur pour mes compétitions et mes records. Il vaut mieux mourir que de disparaître. Voilà, ce sera la phrase de la fin. Il vaut mieux mourir que disparaître. La citation choisie par Pierre me laisse songeur.
Je ne la comprends pas vraiment et elle tourne en boucle dans ma tête. Étant un grand fan de citations, j'ai essayé de creuser le sujet. Il vaut mieux mourir que disparaître, mais qu'est-ce qu'il cherche vraiment à nous dire ? Qu'il souhaite laisser une trace après son dernier souffle ? Que la mort n'est pas un problème lorsque l'on a vraiment vécu ? Alors j'ai tout simplement écrit dans Google la citation, et je découvre qu'elle a été rendue célèbre par le film Highlander, sorti en 1986 lorsque Pierre avait 11 ans. C'est le rival du célèbre Highlander, Connor McLeod, qui s'appelle Crugan, qui dit exactement cela au sein d'une église devant des moines et des prêtres. J'ai quelque chose à dire. Il vaut mieux mourir que de disparaître. Pierre Frolat, un Highlander, un immortel voulant gagner le combat final. Pierre Frolat, le pirate des abysses, le volcan galvanisant ne restant pas en place et n'ayant pas peur de dire ce qu'il pense, quitte à ne pas être aimé et incompris. Pierre nous invite via cette citation à vivre fort, à vivre avec intelligence et bienveillance. Il nous invite à prendre nos palmes et à réaliser nos rêves de grand bleu. Mesdames et messieurs, je vous souhaite de mourir, mais de ne jamais disparaître. C'était Julien Moreau pour la Freediving Family, le podcast 100% apnée. Amour, paix et sincérité. Bye. Cet épisode est aussi soutenu par l'école d'apnée Blue Addictions. Elle est basée dans le sud de la France, à La Londe-les-Morts et Born-les-Mimosas. Depuis 2011, Blue Addictions propose des formations AIDA et FFESSM. Vous pouvez vous y former comme MEF1, passer votre RIFA ou encore faire votre AIDA 4. Que vous soyez un club, un débutant curieux ou un apnéiste confirmé, Blue Addictions vous propose des stages variés, des masterclass avec des grands noms de l'apnée, des ateliers sur la compensation avec Federico Mano. Blue Addictions dispose de 2 semi-rigides équipés de potence amovible et de 2 centres pour vous recevoir avec confort. Blue Addictions, c'est aussi une équipe d'apnéistes compétiteurs au niveau international, avec la Blue Addictions Pro Team. Merci à l'équipe Blue Addictions de soutenir le podcast Freediving Family.